Mes chers collègues, nous accueillons à présent Madame Guylaine Westelink. Merci. Westelink, excusez-moi. Présidente de la Fédération française de handisport. Et Monsieur Grégory Saint-Géniez, directeur technique national. Madame, Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent donc sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Madame, vous êtes une ancienne nageuse de haut niveau, médaillée aux Jeux paralympiques de Séoul en 1988, puis entraîneur de l'équipe de France féminine de natation handisport. Vous avez été trésorière générale de la FFH, et présidente du comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône. Vous êtes élue présidente de la FFH en avril 2018, après avoir assuré la présidence par intérim pendant 4 mois suite à la démission pour raison de santé de M. Frédéric Dalpi. Monsieur, vous êtes directeur national de la fédération depuis octobre 2022. Vous avez également été DTN et directeur général de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Je ne citerai pas après le nom, FFSSNW, voilà. Monsieur Élie Patrijon, directeur général du comité paralympique et sportif français, a indiqué à notre commission que le milieu du parasport était fortement touché par les violences à caractère sexuel et sexiste. Toutes les études épidémiologiques montrent que les personnes en situation de handicap sont plus souvent victimes que le reste de la population, et ce, quel que soit le degré de gravité de l'acte. Pourtant, les signalements dans le champ du parasport sont ultra minoritaires, voire pratiquement marginaux. Sur l'ensemble des cas signalés dans le cadre de Signal Sport, moins d'une dizaine concernaient le parasport, ce qui semble indiquer que la parole est loin d'être libérée, est plutôt libérée même, ou loin d'être libérée en tout cas. À chacun, on peut avoir une appréciation différente. Confirmez-vous ce constat? Dans un bref propos liminaire, pouvez-vous nous indiquer quels sont les faits dans le champ de cette commission d'enquête dont vous avez eu connaissance et les réponses qui ont été apportées? Quelles sont les organisations et les actions conduites par la Fédération française handisport dans les domaines qui intéressent cette commission? Le cadre existant pour prévenir, détecter ou signaler, sanctionner ces actes, vous paraît-il adapté? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant une petite heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure », après avoir activé votre micro, chacun votre tour, et vous coupez ensuite le micro pour libérer la parole du suivant. Merci à vous. Je le jure. Je le jure. Très bien, donc vous avez la parole. Peut-être, Madame la Présidente, vous commencez pendant 5 à 10 minutes, et ensuite nous aurons bien sûr des questions à vous poser. Merci. D'accord. Si vous permettez, je vais vous présenter la Fédération française handisport qui a la particularité de s'adresser à un public spécifique. Ce sont les personnes en situation de handicap physique et sensoriel. C'est la population qui compose notre fédération. Nous avons 3 valeurs dans notre fédération française, 3 valeurs qui s'appliquent et auxquelles je tiens énormément. C'est la singularité, parce qu'on s'adresse à un public particulier et singulier, et nous avons la connaissance, et nous tentons d'avoir, si tel n'était pas le cas, la connaissance du handicap physique de chacune de ces
ces personnes, de leur singularité, parce que tous les handicaps sont différents et on prétend et on essaye d'avoir l'expertise pour gérer cette pratique sportive associée à la singularité de la personne. Une seconde valeur, c'est l'autonomie. À travers la pratique sportive et physique, on permet aux gens d'acquérir une certaine autonomie. Venir dans nos clubs permet aussi de voir que en situation de handicap, on a des tas de possibilités et que c'est important aussi de pouvoir les exercer. C'est vrai qu'à travers le club, la pratique sportive, on constate que les gens de plus en plus s'autonomisent, ne serait-ce que lorsqu'on est en fauteuil, de faire des transferts, de pratiquer et de voir que c'est possible de pratiquer une activité sportive quand on est en situation de handicap. Et on arrive sur la troisième valeur qui est l'accomplissement, parce que la pratique sportive permet aussi d'acquérir une estime de soi et de se dire que finalement, on arrive à faire du sport, on peut être compétitif, on peut acquérir nos lettres de noblesse. Je dis toujours nous parce que je m'associe à ce que j'ai vécu. Et c'est vrai qu'au sortir de l'accident ou de la maladie, on arrive, après avoir été un peu déstabilisé, un schéma corporel un peu modifié, on arrive à pouvoir acquérir une estime de soi, et ça c'est hyper important. Et c'est ce que proposent les clubs handisport. Ce que j'aime à dire, c'est que pour moi, en tout cas, les clubs handisport, c'est un sas de décompression. Lorsque la maladie ou l'accident arrive, ou même lorsqu'il s'agit d'un handicap de naissance, arriver dans un club handisport permet de découvrir une pratique sportive, de s'affirmer à travers ce sport ou une activité physique. Et ensuite, si la personne le souhaite, si elle a envie d'aller plus loin dans la démarche et peut-être faire des compétitions, on pourra l'envoyer vers les clubs dits valides, si tant est que ces clubs sont en capacité de les accueillir. Mais pour moi, ce sas de décompression est important, et de montrer que nous, dans nos clubs handisport, le handicap, peu importe, ce qu'on souhaite, c'est l'épanouissement de la personne. Voilà un petit peu quelles sont nos valeurs. Ensuite, nous avons un projet fédéral qui tourne autour de plusieurs... alors, il y a 2 piliers dans la Fédération française handisport, et ça, j'y tiens beaucoup. Il y a le pilier performance avec nos équipes de France, ce qui représente un peu notre vitrine. C'est grâce à ça qu'on est connu, c'est grâce à ça qu'on est médiatisé, et c'est ce qui nous permet d'attirer des partenaires, de dire, voilà, nous, on est visible, et on le voit de plus en plus, et on parle beaucoup du paralympisme et de fait de la Fédération française handisport à travers nos équipes de France. Et l'autre pilier, celle auquel je tiens le plus, c'est le développement, c'est la pratique dans les territoires, c'est la pratique physique et sportive pour la personne qui souhaite s'adonner à une activité sans pour autant faire des compétitions. Et ça, c'est ce à quoi je tiens le plus. Je voudrais qu'aucune personne en situation de handicap ne reste sur le bord de la route en disant « ça n'est pas possible pour moi, il n'y a pas de possibilité ». Donc on met en place tous les moyens pour que tout le monde puisse s'exprimer à travers l'activité. Je pense que le comité paralympique vous a parlé d'un dispositif qui était impulsé par le président de la République, à savoir les clubs inclusifs. Ça, nous sommes partie prenante en termes de formation et d'expertise, et c'est important pour nous parce que ça permettra aux gens en situation de handicap, où qu'ils soient, de pouvoir pratiquer pas trop loin de chez eux. Il y a encore des réglages à faire, il y a encore des formations à donner, mais on s'en approche, et pour nous, c'est une réelle opportunité. Voilà un petit peu. Et après, juste en 2 mots, notre projet fédéral qui est d'étendre la pratique au plus grand nombre, l'accès à la pratique au plus grand nombre. Ça, c'est le projet fédéral qui est en place depuis 2017, qui était mis en place par mon prédécesseur et que j'ai gardé parce que je le trouvais très pertinent. C'est l'accès à la pratique pour le plus grand nombre, c'est développer notre activité dans les territoires, c'est-à-dire permettre aux gens dans les territoires de pratiquer. C'est l'excellence sportive, comme je vous disais tout à l'heure, proposer aux jeunes et moins jeunes qui veulent aller plus loin de pouvoir passer des paliers jusqu'à arriver en équipe de France, si tant est que ce soit possible pour eux. Et enfin, partager notre expertise, parce qu'on revendique une certaine expertise et on communique avec les fédérations homologues,
avec les organismes qui gèrent des établissements pour les personnes en situation de handicap. On partage notre expertise. Voilà en 2 mots, enfin un petit peu plus, ce que je pouvais vous dire de notre fédération. Merci pour ces propos liminaires. Peut-être, monsieur le directeur, vous avez des propos à ajouter? Je vous remercie. Sur la présentation de la fédération telle que l'a évoquée la présidente, je pense que ça a été particulièrement clair. Juste de rappeler que toutes ces dispositions sont pour nous le moyen d'assurer ce qu'on appelle une pratique de qualité en toute sécurité. Et la sécurité, c'est la protection de l'intégrité de nos publics, tels que vous l'avez évoqué, qui sont identifiés comme des publics fragiles. On le voit dans les dernières études, il y a à peu près 22,7% de nos concitoyens qui sont exposés aux victimes de violences. On passe à 25,2% concernant les personnes en situation de handicap. Donc c'est comment on peut essayer de se prémunir par rapport à cela. Si vous le souhaitez, peut-être pour rentrer dans le détail de la question que vous avez posée par rapport au cas auquel la fédération a pu ou a dû faire face récemment, avec la connaissance que j'en ai, parce que tel que vous l'avez évoqué, je suis arrivé au 1er octobre 2022, donc c'est assez récent en tant que directeur technique national de la fédération. Et là, depuis le mois d'octobre 2023, à la demande de la présidente, j'occupe aussi les fonctions de directeur général. Donc c'est très 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 récent. Pour autant, en termes de cas connus depuis les 2 dernières Paralympiades, il y a eu différents cas de violence, notamment de violences sexuelles, qui ont été traités à la fois d'un point de vue règlement fédéral, et je vais vous expliquer, je vais être d'accord, le cheminement qui a été choisi par la fédération, mais aussi via des procédures judiciaires, donc là, qui pour le coup dépassent le champ de la Fédération française handisport. En termes, sur la précédente Paralympiade, donc 2017-2020, il y a eu, à ma connaissance, mais je vous enverrai le listing qui nous a été transmis. Alors là, j'ai écrit dessus, donc je ne vais pas vous donner mon brouillon, mais je vous enverrai le listing qui a été établi par le comité d'éthique sur l'ensemble des cas. Mais il y a eu 4 cas qui ont été portés à la connaissance de l'exécutif fédéral. Et sur cette Olympiade actuelle, 3 cas, dont un qui est pendant depuis de nombreuses années, en fait, en termes de traitement, qui a été ouvert, Madame la Présidente, je ne veux pas dire de bêtises, depuis 2016, depuis 2017. Pardon, excusez-moi. Les faits remontent à 2016, mais nous n'en avions eu connaissance à partir de 2018. Enfin, en tout cas, quand je suis arrivée, on en a eu connaissance à ce moment-là. Ouais, mais on vous transmettra bien sûr tous les documents à ce moment-là. En termes et après, on va avoir d'autres cas liés plutôt à des incivilités, donc des propos injurieux, le cas échéant, ou même des cas de sportifs étrangers qui viennent saisir le comité sur des interprétations qu'ils auraient ce qu'on appelle la classification en termes de handicap. Donc, vous voyez, le comité peut être saisi sur différents sujets, à partir du moment où ça touche à l'éthique, et parfois même en dehors du champ, parce que ça vient d'athlètes étrangers, de la Fédération française. En termes d'organisation, la Fédération française handisport dispose d'un comité éthique qui agit en totale indépendance, donc avec un président et des membres qualifiés, dont certains sont d'anciens magistrats. Donc l'objectif, c'était justement d'aller vers une expertise spécifique sur ce sujet. Pardon. Non, c'est bon, j'ai la main. Ce sont des membres qui sont nommés par qui? Pardon. Les membres sont nommés par le comité directeur de la fédération. Et une fois nommés, pour la durée de la mandature, ils agissent en totale indépendance. Alors c'est conformément aux articles des statuts et du règlement intérieur, qu'on peut aussi vous transmettre bien sûr. Et notamment, ils ont, à partir du moment où ils sont saisis soit par la présidente, soit par les 2 tiers du comité directeur, soit, comme je vais vous l'expliquer, ils peuvent être interpellés directement par les membres de la fédération, que ce soit les affiliés, les associations affiliées ou les licenciés, se saisir de tout sujet qui a trait à l'éthique, à l'intégrité, à la probité. Donc ce comité d'éthique
est composé d'au moins 3 membres. Par principe, il est saisi de toute affaire dont nous avons la connaissance et dont on estime que cela touche à l'éthique ou à l'intégrité. Voilà. Donc c'est la première procédure, et c'est pour ça que sur l'ensemble des 2 Paralympiades, ça fait environ 16 cas instruits sur la Paralympiade 2017-2020 et 44 cas instruits sur la période 2021-2023, considérant, comme je vous l'évoquais, que ça va de la question des violences, de la discrimination, des incivilités, des faits sportifs. Voilà, à partir du moment où il y a une... Non, j'avais juste une question Oui, par bien sûr. rapport au comité d'éthique ou à la commission d'éthique, comité d'éthique. Si vous faites un point régulièrement avec eux pour échanger sur les affaires en cours, que ça soit vous en tant que... Allez-y, moi j'ai la main de toute façon. Oui. En tant que directeur ou en tant que présidente? Alors oui, nous avons des échanges avec le président du comité éthique. Alors sur différents moments, c'est qu'il y a le moment de la saisine. Après, nous pouvons avoir des échanges au moment de la clôture, parce qu'ils nous informent au moment de la clôture suite à l'instruction qu'ils ont pu mener et aux enquêtes qu'ils ont pu diligenter. Et en fonction des délais, on peut, nous, le cas échéant, sans s'immiscer bien sûr dans le fonctionnement, mais au moins savoir où on en est du traitement de l'affaire. Voilà, donc on a ce type d'échange qui est possible avec le président du comité éthique.